Personne n'a vraiment compris la Wii U. Pas les joueurs, pas le grand public, et peut-être même pas Nintendo au début. Pourtant, à première vue, cette console avait tout pour réussir. Elle devait être la suite logique de la Wii, une console qui avait marqué des millions de joueurs avec des ventes énormes. C'était l'occasion parfaite pour Nintendo de transformer ce succès en tremplin. Et puis en 2013, la Wii U est née. Mais on sait tous comment l'histoire s'est terminée. Une console incomprise, un échec commercial et pour beaucoup l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de Nintendo. Et pourtant, malgré tout ça, la Wii U n'a jamais totalement disparu de la mémoire des joueurs Nintendo. Aujourd'hui encore, elle suscite une vraie nostalgie au sein de la communauté, chez les joueurs comme chez les créateurs de contenu. Comme si, malgré son échec, elle avait laissé une trace que le temps n'a pas effacée. Et en 2026, quand on la regarde de plus près, c'est fou de réaliser à quel point cette console était différente de toutes les autres consoles Nintendo. Pas pour autant révolutionnaire, mais en avance sur son temps. Alors, qu'est-ce qui a vraiment rendu la Wii U si incomprise ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti. Pour comprendre l'échec de la Wii U, il faut impérativement comprendre le traumatisme du succès qui l'a précédé. Parce que oui, avant la Wii U, Nintendo était sur le toit du monde, ils étaient intouchables. Nous sommes en 2006, et à cette époque, Sony et Microsoft se livrent une guerre sans merci, à coups de teraflops, de processeurs Cell et de résolution d'écran. La PlayStation 3 et la Xbox 360 cherchent à proposer les meilleurs graphismes possibles, des expériences les plus impressionnantes, plus matures, c'était la course à l'armement. Mais Nintendo, encore échaudé par les ventes décevantes de sa GameCube, malgré sa puissance, décide de jeter l'éponge de cette course et de tracer sa propre route. Et c'est là qu'est né un concept marketing théorisé par Satoru Iwata et ses équipes, la stratégie du Blue Ocean. Et là, je suis sûr que j'en ai perdu plus d'un. Je m'explique. Alors, Océan Bleu en français, c'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter. Plutôt que de se battre pour les mêmes joueurs passionnés dans un océan rouge de sang, Nintendo va naviguer vers un océan bleu vierge. La firme japonaise veut attirer un tout nouveau public, des gens qui n'avaient jamais touché une manette de leur vie. Des parents, des grands-parents, des familles entières qui regardaient le jeu vidéo avec mépris ou indifférence. Eh bien, l'arme fatale de cette stratégie, c'est la Wiimote. Une manette révolutionnaire, en forme de télécommande dotée d'une détection de mouvement, le jeu vidéo ne demande plus d'apprendre par cœur la position de 12 boutons, il suffira juste de mimer le geste. Tu veux jouer au tennis ? Tu balances ton bras. Tu veux jouer au bowling ? Tu lâches la balle. Tout était simple, de A à Z. Et pour Satoru Iwata, le jeu vidéo devait devenir un élément naturel du salon. Quelque chose que tout le monde pouvait comprendre en moins de 3 secondes. Et puis, contre toute attente, des sceptiques de l'époque, le pari est monumental. Et puis nous avons le phénomène qui viendra exploser la Wii. Vous me voyez venir avec le tennis et le bowling ? Et oui, je vais bien entendu parler de l'incontournable Wii Sport. Je me devais d'en parler. C'était un coup de génie de la part de Nintendo. Et un véritable phénomène de société. Et en réalité, Nintendo ne pouvait pas rêver d'un meilleur ambassadeur. Ce jeu, c'était le tutoriel parfait, l'initiation ultime pour nous apprendre à nous, les nouveaux joueurs, comment apprivoiser cette fameuse Wiimote. En un seul disque, la console nous offrait 5 disciplines, du tennis, du baseball, du bowling, du golf et de la boxe. Et le plus fou, c'est que tout paraissait incroyablement réaliste. Alors d'accord, on ne swingait pas avec un vrai club ou une vraie raquette de manière concrète, mais l'illusion et le plaisir immédiat étaient bien là. C'était d'une efficacité redoutable. Et à ce jour, la Wii reste la seule et unique console de l'histoire à avoir proposé un concept aussi unique et universel. Le pari était plus que réussi pour Nintendo. Avec plus de 101 millions de machines vendues, elle devient la console de salon la plus vendue de l'histoire de la marque.
un record qu'elle gardera pendant plus d'une décennie avant d'être détrônée par la Switch. Mais ça, c'est une toute autre histoire. J'ai personnellement grandi avec cette machine. J'ai usé mes bras sur Wii Sport et les sessions de Mario Kart 8, j'en garde un souvenir mémorable. Surtout avec le volant dans les mains. J'ai adoré toutes les parties réalisées sur cette console. Et il y aurait tellement de choses à dire qu'une vidéo entière n'y suffirait pas. Mais ce succès, que je dirais insolent, cachait un piège mortel. Une question que tout le monde commençait à murmurer chez Nintendo, et ce, dès 2008. Comment faire mieux ? Comment succéder à un tel engouement qu'était la Wii ? Vous voyez, le grand public qui a acheté la Wii pour Wii Sport, va-t-il vraiment racheter une autre console ? Le défi était dès le départ, techniquement et psychologiquement impossible. Nous arrivons aux alentours de 2010 et la situation commence à se gâter pour Nintendo. L'effet de mode de la Wii s'essouffle petit à petit. La console est bloquée en définition standard, 480p sur des téléviseurs qui passent tous au format d'affichage HD, c'est-à-dire en 1080p. Bon, on a vécu une prouesse technique, les gens pensent que c'est moche, ça bave et les joueurs se tournent vers la concurrence. Et puis la console commence à faire son temps. De plus, le monde de la tech est en pleine mutation. Pour rappel, c'est l'explosion des smartphones, l'arrivée des premières tablettes tactiles avec l'iPad et l'essor fulgurant du jeu mobile dématérialisé. Le paysage change de couleur et Nintendo le sait qu'il joue sa survie sur la prochaine génération. Et c'est là que la machine à rumeurs d'Internet s'enflamme. Un nom de code mystérieux commence à saturer les forums, appelé le Project Café. Les bruits de couloir décrivent une bête de course, une Wii HD, enfin dotée de composants capables de rivaliser de front, voire de dépasser la PS3 et la Xbox 360. Pour les fans de Nintendo, c'est l'extase, le soulagement. On imagine déjà un Mario ou un Zelda avec des textures fines et des graphismes modernes. Oui, à ce point. Mais les rumeurs ne s'arrêtent pas là. On commence à entendre parler d'une manette dotée d'un écran tactile massif au centre. L'objectif, vous demandez ? Eh bien, pour contrer l'invasion des tablettes Apple et Android, en intégrant le concept de second écran directement dans le hardware de la console. L'idée semble insolite, risquée, presque contre-intuitive. Mais la presse et les joueurs sont intrigués. L'excitation est donc à son comble. Tout le monde attend l'E3 2011 pour voir le Messi qui saura succéder à la fantastique Wii. Après avoir passé l'introduction du succès de la Wii, nous voilà au 7 juin 2011. Le monde a enfin les yeux rivés sur Los Angeles. Nintendo s'apprête à dévoiler sa nouvelle génération. Les attentes sont gigantesques et très vite la firme présente ce qui doit être la révolution absolue de cette machine. Le Wii U Gamepad. Une énorme manette équipée d'un écran tactile de 6,2 pouces. Mais la présentation commence et dure une trentaine de minutes. Et c'est la douche froide. Pourquoi ? Bien évidemment parce que Nintendo commet une erreur de débutant. Il ne montre rien. Mais rien. Rien de concret. Aucune démonstration de gameplay en direct, aucun flux de jeu réel. On doit juste imaginer les possibilités via des vidéos précalculées. Et puis, pour créer de la hype, Shigeru Miyamoto annonce qu'un nouvel opus de Super Smash Bros verra le jour sur Wii U et sur 3DS. C'est une excellente nouvelle, mais il n'y a aucune image à montrer. Le développement a à peine commencé, et en guise de gros jeu, pour illustrer la console, on nous présente un jeu. Lego City Undercover. Et puis, comment dire ? Je ne crache pas sur ce jeu, c'est sans doute un très bon jeu, certes, mais est-ce vraiment l'ambassadeur qu'on attend pour une console de nouvelle génération quand on a l'habitude d'un Zelda ou d'un Mario ? Ah, mais c'est vrai, un Zelda est bien évoqué à travers une démo technique, magnifique avec un boss araignée. Mais le souci, c'est que Nintendo précise immédiatement qu'il n'y aura ni date, ni garantie que cela devienne un jeu.
Et petit spoil, ce jeu n'est jamais sorti. Et pire encore, car oui, il y a pire, le géant américain Electronic Arts monte en grande pompe sur scène. Le PDG d'EA promet une alliance historique avec Nintendo, jurant que leurs plus grandes licences de sport et d'action arriveront sur Wii U. Une promesse qui, on le sait aujourd'hui, s'évaporera en moins d'1 an. L'histoire d'amour n'aura duré qu'un total de 6 mois. Après la présentation, les journalistes et les joueurs quittent la conférence déçus, mitigés et surtout profondément confus. Il n'y avait rien de palpable, pas de prix, pas de date de sortie. La première salve de communication est un échec total, et sentant le malaise, Nintendo admettra plus tard qu'ils auraient pu mieux travailler leurs explications, et promet un redévoilement, entre guillemets, complet pour l'année suivante. Pendant ce temps, presque 1 an de silence total. Silence radio. Nintendo décide de concentrer tout son marketing sur la vieille Wii pour la rentabiliser jusqu'à la dernière goutte. Et oui, c'est près d'1 an sans aucune nouvelle de la prochaine console. Pour les fans, c'était une période extrêmement difficile. Heureusement, au printemps 2012, les vannes s'ouvrent à nouveau et on vient nous annoncer dans un premier temps Rayman Legend. Ensuite, on aura du Pikmin 3, un nouveau Mario en 2D. Tout le monde se dit, c'est bon, ils ont compris, le 3 2012 va tout réparer. Que nenni. Vous allez remarquer qu'on était très loin du compte. Nous sommes à l'E3 2012, le moment de vérité. Et Reggie Fils-Aimé, le charismatique président du Nintendo of America, monte sur scène. Et les attentes sont doublées. Mais ce qui va se passer va entrer dans l'histoire de l'industrie comme l'une des pires conférences de tous les temps. Je vous explique, Nintendo va commencer son entreprise de réexplication, en replaçant le Wii U Gamepad au centre de tout. Voilà. Après oui, on y découvrira l'interface de la console, le Miiverse, un réseau social génial où les avatars des joueurs du monde entier interagissent, publient des dessins et s'entraident sur un réseau social à part. Un Facebook façon Big N, c'est le cas de le dire. Toujours dans la communication, nous avons le Wii U Chat pour s'appeler en visio. Bon, je ne pense pas que tout le monde a utilisé cette application, mais pourquoi pas. Les fonctionnalités du second écran, ok. Et puis, pendant plus de 30 minutes, Nintendo parle du gamepad. Du gamepad. Et encore du gamepad. Ses fonctionnalités, son écran, son stylet, on recycle même des éléments déjà montrés 1 an auparavant. Mais la console en elle-même, vous savez la boîte noire blanche sous la télé ? Eh bien, elle n'est presque jamais montrée, jamais expliquée. Et je n'abuse rien du tout. Rien n'a été montré. Et du côté des jeux, l'ambiance devient rapidement pesante. Bon, on a eu Pikmin 3 qui est acclamé, c'est très beau, mais le gros morceau de la présentation, c'est New Super Mario Bros. U. La douche froide est immédiate. Le jeu a déjà été aperçu l'année précédente, la surprise est quasi inexistante et visuellement il ressemble à s'y méprendre à la version Wii sortie des années plus tôt. Et pour renfoncer le clou, Nintendo sort presque simultanément New Super Mario Bros. 2 sur sa console portable 3DS. L'effet de redondance est désastreux. Où est la claque technique ? Et bien sûr, où est la nouveauté ? On a bien eu l'annonce choc de ZombiU par Ubisoft qui montre une utilisation ultra sombre et intelligente du gamepad. Et la présentation finale de Nintendo Land, un parc d'attractions virtuelles parfait pour comprendre le gameplay asymétrique que propose la Wii U. Mais ce jeu Nintendo Land arrive à la toute fin d'une présentation soporifique, alors qu'il aurait fallu ouvrir la conférence avec lui pour capter directement l'attention. Et c'est là que la confusion générale se transforme en désastre marketing irréversible. Les journalistes se regardent dans la salle, perplexes, les joueurs sur les forums s'écharpent, la question qui brûle toutes les lèvres est d'une gravité absolue. Est-ce que c'est une nouvelle console ? Ou est-ce que c'est juste une mablette, un accessoire tactile pour la Wii originale que j'ai déjà à la maison ? La communication
et désastreuse. Et puis le nom choisi par Nintendo, la Wii U, entretient mortellement cette confusion. Le U était censé signifier you, toi, pour compléter le Wii, nous, de la Wii. Mais pour le grand public non initié, c'était juste un modèle de plus, une extension. Avec le recul historique, c'est précisément ici que la Wii U, je pense, a perdu sa guerre. L'idée de la machine n'était pas mauvaise en soi, bien au contraire. Le gamepad offrait des perspectives de gameplay asymétriques fantastiques. Le problème, c'est que Nintendo a été incapable d'expliquer clairement la nature de son produit. Une erreur de communication majeure qui va hanter la console jusqu'à son dernier souffle. Et des millions de parents n'achèteront jamais la machine, persuadés qu'il s'agit d'une simple tablette optionnelle pour la vieille console qui prend la poussière dans le salon. Nintendo avouera bien plus tard avoir totalement sous-estimé ce problème de positionnement. Mais à ce moment-là, vous le savez mieux que moi, le mal était déjà fait, la console et sa réputation est scellée avant même qu'elle ne touche les rayons des magasins. Après oui, on va dire que la majeure partie de l'échec de la Wii U est également concernant le gameplay asymétrique. Les gens avaient du mal à comprendre le simple mécanisme compliqué de commencer sur la télé et alterner entre le gamepad et la télé à chaque fois. Pour les yeux, c'est épuisant et tout le monde n'avait pas envie de prendre un accessoire car sa Wii était déjà suffisante. Ce qui a terni la réputation de la console. Mais tout le monde attendait la Wii U au tournant, en plein gameplay. Ça y est, c'est le moment, la Wii débarque sur le marché fin novembre 2012. Mais à quelques heures de sa sortie, Nintendo décide de faire sortir une autre console, la Wii Mini. Une grosse erreur sur la communication. Et ce n'est pas le choix qu'ils font de plus fastidieux. Bon, revenons à la Wii U. Nintendo va décliner son offre en deux teintes concernant la Wii U. Une version blanche basique de 8Go à 300€ sans jeu et une version noire premium de 32Go à 350€ pour un pack avec Nintendo Land à l'intérieur. On ne nous laissait clairement pas le choix. Et concrètement, il était impensable de dépenser autant dans une console. Pour les joueurs, c'était très cher et rien ne valait de s'orienter sur cette Wii U. Car après tout, notre vieille Wii fonctionnait toujours très bien à la maison. Mais les maladresses continues s'enchaînent. Les campagnes publicitaires à la télévision ciblent un public très jeune avec un ton presque enfantin. Et également que chaque pub mettait en valeur cette Wii U Gamepad, voire beaucoup trop. Ça va détruire instantanément l'image moderne et connectée que la console essayait de se donner auprès des joueurs traditionnels. Et le couperet financier ne va pas tarder à tomber. En à peine 2 mois, suite à sa sortie, c'est l'hécatombe. Les ventes de la Wii U subissent une chute verticale historique. Après un bon début, une première semaine où les ventes étaient correctes, là c'était radical. Et si on compare ses débuts avec le raz-de-marée de la Wii originale, au même stade, l'écart n'est pas seulement notable, il est terrifiant. La console n'avance plus, les stocks s'accumulent chez les revendeurs et cette panne sèche va provoquer une réaction en chaîne dévastatrice auprès des éditeurs tiers. Rappelez-vous de la promesse d'Electronic Arts en 2011. Face à ces chiffres de ventes catastrophiques, les grands éditeurs comme EA, Activision ou Ubisoft paniquent. Développer des jeux coûte cher et la Wii U n'a pas assez de joueurs pour rentabiliser l'investissement. Et comme on peut constater, les portages de grands jeux comme Mass Effect 3 ou Batman Arkham City se vendent très mal. Et un par un, les éditeurs vont prendre la décision de retirer leurs billes et abandonnent purement et simplement Nintendo. En moins d'1 an, la Wii U se retrouve isolée, coupée du reste de l'industrie, et elle doit survivre seule. Même si elle peut compter sur les jeux classiques Nintendo. Car oui, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Nintendo, c'est leur génie créatif quand ils sont dos au mur. Oui, pour sauver leur console du naufrage complet,
les studios internes vont livrer des pépites absolues. Des jeux d'une qualité telle qu'ils définissent encore le paysage vidéoludique actuel. On voit débarquer Mario Kart 8, d'une beauté sportive irréprochable en HD. Splatoon, une toute nouvelle licence de tir qui réinvente le genre avec de la peinture. Ensuite, nous avons eu la suite d'une opus sortie sur 3DS, Super Mario 3D World, un chef-d'œuvre de level design à 4 joueurs. Même si l'on va préférer l'opus 3DS, ce jeu est quand même incroyable. Ou encore des partenariats cultes comme Bayonetta 2. Mais le problème fondamental, c'est que ces chefs-d'œuvre arrivent beaucoup trop tard. Le grand public a déjà détourné le regard. Et quand on regarde la situation avec les yeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2026, on réalise quelque chose d'assez ironique, presque cruel. La quasi-totalité de ces grands jeux Wii U ont fini par être portés, remasterisés et vendus par dizaines de millions sur Nintendo Switch. Je ne trouve pas que ça soit un mal en soi, mais c'est vrai, c'était comme si que la Wii U n'était pas appropriée pour avoir ces jeux-là. Comme si la Wii U n'avait été, tout compte fait, qu'un immense, magnifique et coûteux brouillon pour la génération suivante. Et au total, sur l'ensemble de sa douloureuse carrière, la Wii U ne se vendra qu'à 13,5 millions d'exemplaires à travers le monde. Un flop monumental, un traumatisme absolu pour la firme de Kyoto, surtout quand on se rappelle qu'à côté, la Wii avait allègrement dépassé les 101 millions de ventes. Le coup de massue final est porté au début de l'année 2017. Nintendo annonce officiellement l'arrêt de mort de la console. Et c'est ainsi que la production mondiale s'est arrêtée. La Wii U est débranchée après seulement un peu plus de 4 ans d'existence et l'histoire récente a fini d'enfoncer les derniers clous dans le cercueil. Car oui, en mars 2023, Nintendo ferme définitivement la boutique numérique de la console, l'eShop. Puis, en avril 2024, c'est l'arrêt complet et irrévocable de tous les services de jeux en ligne. Un véritable crève-cœur pour la communauté des derniers fidèles, d'autant qu'à l'époque de la Wii U, le jeu en ligne était littéralement gratuit, contrairement aux abonnements d'aujourd'hui. Une page s'est donc définitivement tournée, laissant la console seule déconnectée et reléguée au livre d'histoire. Au-delà de ses caractéristiques techniques ou de ses déboires marketing, il y a un aspect de la Wii U qu'on oublie trop souvent et qui pourtant lui conférait une âme absolument unique. Son interface. Vous savez, quand vous allumiez la console, vous n'étiez pas accueilli par un menu froid, carré et purement commercial, comme sur la PS4 ou Xbox One. Bon, même si la PS4, j'avoue, c'est l'interface que j'apprécie également. Et lorsque vous arrivez sur la place Wara Wara, l'écran s'animait et vous voyez des dizaines, voire des centaines de Mi. Le vôtre, ceux de vos amis, mais aussi ceux de parfaits inconnus dans le monde entier. Traverser l'écran, se rassembler en groupe sous les icônes des jeux du moment et discuter entre eux. Et je vais vous donner mon point de vue personnel là-dessus. J'adore cette interface. Aujourd'hui en 2026, ça n'a pas changé. Le revoir et réécouter ces musiques de menu à la fois douces et chaleureuses me rend profondément nostalgique. Il y avait une poésie visuelle et sonore que Nintendo a malheureusement totalement abandonné avec le menu ultra minimaliste et un peu vide de la Switch. On aime ou on n'aime pas, il n'y est plus. Derrière cette prouesse d'ergonomie et de feeling, on retrouve une équipe de créatifs passionnés chez Nintendo, supervisée de près par Satoru Iwata lui-même. Des esprits brillants comme Koichi Kawamoto ou l'équipe de développement du système d'exploitation ont passé des mois à concevoir cette double interface. Car techniquement, c'était un tour de force. La console devait calculer 2 flux d'images différents en simultané. La place Wara Wara sur la télé et le menu des applications sur le gamepad. Le tout sans la moindre latence. Pour Nintendo, l'objectif n'était pas de créer un simple système d'exploitation pour lancer un jeu, c'était de concevoir un lieu de vie. Un endroit où même si vous étiez tout seul dans votre chambre, vous vous sentiez instantanément entouré.
Et je peux également prendre l'exemple de lorsque c'était notre anniversaire, ben voilà la petite animation que ça donnait. Ouais, c'était sympa. Et le cœur battant de cette philosophie, c'était le Miiverse. C'est sans aucun doute l'aspect communautaire le plus ambitieux que Nintendo ait jamais tenté de mettre en place. Le Miiverse, c'était un réseau social intégré directement dans la console. Vous étiez bloqué dans un niveau de Super Mario? Vous ouvriez le Miiverse d'un clic, vous preniez une capture d'écran et vous demandiez de l'aide. Un autre joueur au bout de la planète vous répondait en vous dessinant une astuce au stylet ou à l'écrit. C'était une utopie d'une bienveillance rare à une époque où Internet devenait de plus en plus toxique. Il n'y avait pas de course aux abonnés, pas de haine, juste des joueurs qui partageaient leur passion à travers des messages écrits, des pixels et des chefs-d'œuvre dessinés à la main sur l'écran tactile. Même si bon nombre de nous le savent, qu'il y a eu des controverses liées à l'utilisation de Miiverse. Ouais. À l'époque, Nintendo voulait connecter les salons du monde entier à travers le prisme de l'innocence et du partage. Et je vous avoue que la fermeture du Miiverse en novembre 2017 a laissé un vide immense, et c'est probablement ce qui rend cette console si unique et si chère au cœur de ceux qui ont vécu cette aventure. Mais alors, si la console a été un tel échec commercial, d'où vient cette aura si spéciale qui l'entoure encore aujourd'hui? La réponse tient en un seul mot, le gamepad. Oui, vous m'avez très bien compris, le fameux gamepad. Malgré toutes les critiques sur son aspect jouet en plastique, cette manette écran était un concentré d'excellentes idées. Elle offrait une prise en main étonnamment ergonomique et servait de véritable tour de contrôle pour la maison. Sa fonctionnalité reine, celle qui a changé la vie de beaucoup de joueurs, c'était le Off TV Play. Et je le comprends, pouvoir libérer l'écran du salon pour laisser sa famille regarder la télévision tout en continuant sa partie de Zelda ou de Mario directement au creux de sa main. En 2013, c'était une idée d'un confort absolu, presque magique. Naviguer sur internet, regarder YouTube ou Netflix directement sur sa manette bien avant la démocratisation totale des tablettes low cost, c'était incroyablement moderne. Et certains jeux ont prouvé que le concept de double écran sur console de salon pouvait être une idée de génie. Prenez Wii Sport Club par exemple. Dans le jeu de golf, vous pouviez poser le gamepad directement sur le sol à vos pieds. L'écran de la manette affichait la balle virtuelle posée sur l'herbe et vous deviez utiliser votre Wiimote pour swinger juste au-dessus. J'avoue, c'était une idée assez insolite, assez saugrenue, je le conçois, mais l'immersion était présente. Et que dire de la licence Super Mario Maker? Le jeu était littéralement taillé pour cette console. Le stylet intégré transformait le gamepad en une véritable table de création interactive. Vous dessiniez votre niveau sur la manette en quelques secondes et vous y jouez instantanément sur votre téléviseur. C'était parfait, sans oublier la console virtuelle qui permettait de redécouvrir les catalogues de la Game Boy Advance et de la DS avec un confort d'affichage inégalé, en HD. Mais le gamepad était un outil à double tranchant. Si pour certains jeux il était une bénédiction, pour d'autres, il est devenu le pire cauchemar des développeurs et des joueurs. Car forcer l'utilisation de deux écrans en permanence pouvait détruire une expérience. L'exemple le plus tragique de ce syndrome, c'est Star Fox Zero, sorti en 2016 et co-développé par Platinum Games. Car oui, le gameplay asymétrique était abominable. Pour piloter votre vaisseau, le jeu vous imposait une gymnastique mentale insupportable. Vous deviez regarder votre téléviseur à la troisième personne, mais pour viser les ennemis avec précision, vous étiez obligé de baisser les yeux pour regarder l'écran du gamepad en vue cockpit, tout en utilisant les capteurs gyroscopiques pour orienter vos tirs. Le résultat, un jeu injouable pour le commun des mortels qui provoquait des maux de tête et brisait complètement le plaisir de jeu. C'est le parfait exemple du piège dans lequel Nintendo s'est enfermé. Vouloir à tout prix justifier l'existence d'un accessoire coûteux, quitte à rendre ses propres jeux frustrants. Le gamepad a donné sa personnalité unique à la Wii U, mais il a aussi été l'enclume qui l'a tiré vers le fond.
Quand on prend de la hauteur et qu'on analyse cette histoire avec notre regard d'aujourd'hui, on se rend compte d'une vérité fondamentale. La Wii U n'a pas été inutile. Elle n'a pas été un simple accident industriel sans lendemain. Pendant que la console traversait son long désert commercial et essuyait les plâtres de son concept à double écran, dans le plus grand des secrets des laboratoires de Kyoto, les ingénieurs de Nintendo analysaient chaque échec, chaque retour de joueur, chaque ligne de code pour préparer l'avenir. Et oui, la Wii U a été le sacrifice nécessaire de Nintendo. Et c'est en tirant les leçons de ses erreurs, de communication dramatique et de son déficit de puissance que ça a créé ce qu'on appelle sa plus belle idée, celle de pouvoir détacher son jeu de la télévision du salon pour l'emmener partout avec soi. Et c'est là que Nintendo a pu donner naissance à sa plus grande réussite moderne, la Nintendo Switch. Sans le crash industriel de la Wii U, la Switch n'aurait tout simplement jamais vu le jour sous cette forme. La Wii U a porté la croix pour que la Switch puisse courir. Mais toute cette période de transition obscure, la fin de vie d'un grand homme, Satoru Iwata, paix en son âme, le développement secret de la machine hybride sous le nom de code Projet NX, c'est une histoire tellement riche, tellement dense et plein de rebondissements que nous l'évoquerons en détail dans une prochaine vidéo. C'est là tout le paradoxe de cette machine. Car oui, malgré son échec commercial cuisant, malgré son abandon par son propre constructeur, la Wii U est devenue une console totalement culte avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, on la regarde avec un autre œil. Elle avait une âme, une esthétique, une ambiance sonore unique qu'on ne retrouvera absolument jamais dans le jeu vidéo moderne. Avoir possédé et joué à la Wii U à son époque, c'est avoir partagé une période un peu secrète, un peu intime de l'histoire de Nintendo. Une époque imparfaite, certes, mais d'une authenticité rare. Elle n'était pas une mauvaise console, c'était une console incomprise. Et aujourd'hui en 2026, posséder une Wii U chez soi n'est peut-être pas indispensable pour le joueur occasionnel, mais honnêtement, pour n'importe quel amoureux de l'histoire de Nintendo, c'est devenu un véritable must-have. Car ce que la communauté de passionnés, de développeurs indépendants et de hackers a réussi à faire de cette machine au fil des ans est tout simplement phénoménal. Grâce aux embrouilles, aux hacks et à l'ingéniosité de sa communauté, la Wii U a complètement changé de dimension. Elle a brisé ses chaînes, sans aucun mauvais jeu de mots avec la Wii. Ouais, la chaîne Wii, etc. Je poursuis. Grâce à son architecture unique, elle est devenue la machine d'émulation Nintendo définitive. Elle est capable de faire tourner nativement et pixel perfect l'intégralité du catalogue Wii. L'intégralité du catalogue GameCube tout en offrant le meilleur affichage possible pour les jeux Nintendo DS, la Game Boy Advance, la NES ou même la Super Nintendo. Elle concentre à elle seule plus de 30 ans d'histoire du jeu vidéo dans un boîtier compact et silencieux. Mais avec le temps, grâce à ses fidèles, elle a fini par trouver sa véritable identité et sa rédemption. Et au fond, c'est peut-être ça qui la rend si profondément spéciale à nos yeux. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous faites partie de ce club très fermé des possesseurs de Wii U, ce qu'elle représente pour vous et quels sont vos meilleurs souvenirs dessus. En tout cas, si cette vidéo de rétrospective vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode sur la création de la Switch, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous remercie d'avoir suivi l'histoire de cette console mal aimée, incompris. C'était Andrizone,